Madame Rouquet. J'ai appelé pour prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Rise up and see the light. Rise up and see the light. Feeling of being alive. Feeling of being alive. Rise up. Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à toutes et à tous. Vous trouvez sans doute le titre de cette émission étrange, mais je n'ai pas trouvé mieux pour résumer ce mélange de recherche fondamentale, académique et de méthodes capitalistiques pour arriver, après l'intervention de laboratoires de recherche, start-up, capital risqueurs et armée marketing, à des produits, comme on dit, aussi exceptionnels et vitaux que l'onco-immunologie, les biothérapies ou encore ces nouveaux vaccins ARN messagers qui nous fascinent. On aurait pu titrer aussi « Du fondamental à l'appliquer ». C'est pourquoi Nicolas Leblanc et moi avons convié pour en débattre deux symboles de ce mélange apparemment incompatible. Tout d'abord, le professeur Jean-François Bergmann. Alors vous connaissez bien cet invité récurrent de nos plateaux, entre autres parce qu'il a été vice-président de la commission d'AMM à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et il est également aussi un grand chef de service de médecine interne à l'hôpital Lariboisière, même s'il a pris sa retraite. À ses côtés, un autre médecin, directeur scientifique du LEM, les entreprises du médicament, le docteur Thomas Borel. Alors, Thomas Borel travaille au LEM, c'est s'exposer à la critique des confrères, et pourtant, grâce aux entreprises du médicament, depuis un an, on entrevoit la fin de l'épidémie de Covid. Est-ce que vous ne trouvez pas un peu injuste parfois les opinions qu'on peut avoir sur les entreprises du médicament? Écoutez, bonjour messieurs. D'abord, travailler au LEM, c'est d'abord travailler pour des entreprises dont le cœur de métier, c'est l'innovation. Et c'est l'innovation avec un sens aigu de la réponse et des apports thérapeutiques que peuvent apporter ces nouveaux traitements, nouveaux vaccins auprès des patients. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de passionnant quand on est dans la crise que nous traversons, aussi dure soit-elle, qu'à la fois un vaccin ARN messager, des composantes nouvelles d'approche thérapeutique ou virale du type adénovirus pour apporter des solutions vaccinales et en si peu de temps permis des réponses aussi fantastiques, même si on est loin d'être sorti de la crise, associées au vaccin. Donc bien sûr, c'est pas évident, l'opinion publique n'est pas toujours très tendre avec les entreprises. Vous trouvez ça injuste? Disons les choses comme elles sont. C'est pas simple parce que je pense que l'industrie, en particulier en France, l'industrie du médicament a été souvent mise en cause et souvent mise en cause. Son modèle économique est souvent challengé, comme on dit. Mais bon, pour autant, je pense qu'aujourd'hui, elle a fait l'objet de beaucoup d'attention depuis un an et demi. On sait combien des réponses apportées par ces entreprises, quelles qu'elles soient, des petites et des grosses d'ailleurs, sont des réponses qui peuvent effectivement nous aider à sortir de cette crise. Jean-François Bergmann, sur ce sujet. Non, mais c'est évident que la grande solution de l'épidémie liée au Covid-19, c'est le vaccin. Et le vaccin, c'est les entreprises qui fabriquent des vaccins. Et on ne pourra jamais les remercier assez. On ne les remercie pas du tout. Alors, c'est même pas assez. On ne les remercie pas du tout. Mais bien sûr que si. D'ailleurs, on les remercie d'abord en leur donnant plein d'argent. Et ensuite, parce que moi, je les remercie tous les jours d'avoir fait des bons vaccins. Alors après, que cette industrie ait une mauvaise cote au niveau mondial d'ailleurs, c'est tout le problème de l'argent et de la souffrance. On considère que, surtout en France, que la maladie doit être prise en charge par la solidarité nationale et quelque part, on aimerait que les médecins, les infirmières, les industriels, les hôpitaux soient tous des saints qui ne veulent pas gagner de l'argent. Là, on a une industrie qui parle en une seule voix avec Dr Borel, mais par contre, les laboratoires communiquent eux comme ils veulent. Vous n'avez pas de prise sur leur communication. C'est peut-être ça un peu le problème, non ? Les laboratoires, d'abord, communiquent peu, comme vous le savez, en direct. Je veux dire, finalement, c'est difficile pour eux de communiquer, justement dans une société qui a vocation, parfois, dans une société de défiance de ce modèle industriel. Et donc, on les entend peu, alors qu'on pourrait les entendre beaucoup plus. On serait dans d'autres secteurs. On pourrait s'attendre, là, effectivement. On entend beaucoup AstraZeneca, alors que ce n'est pas celui qui devrait peut-être prendre le plus la parole, mais on n'entend pas Pfizer, alors que c'est quand même exceptionnel ce qu'ils ont fait. Oui, bien sûr, mais du coup, effectivement, individuellement, parce qu'encore une fois, dans cette société qui peut avoir tendance à critiquer le modèle pharmaceutique tout court, la prise de parole
parole est difficile. Donc voilà, moi, au titre des industries que je représente, je suis bien volontiers là pour en parler. Alors, on parle d'innovation thérapeutique. Dans cette émission, l'exemple de l'ARN messager est caricatural, avec plusieurs étapes. C'est un billard à 3 bandes que vous allez nous commenter. D'abord, une découverte fondamentale par des chercheurs sur la paillasse. C'est plutôt vous, Jean-François Bergman, c'est le versant. C'est plutôt le versant d'où vous venez, quand même. C'est le versant académique. Toutes les grandes maisons de type Pasteur, par exemple, travaillaient dessus. Ça, au départ, ça a commencé par ça. Vous le confirmez ? Disons que c'était un sujet très porteur, mais très difficile. Donc il y avait des limitations liées aux obstacles potentiels qui ont été brutalement levés. On ne pourrait pas penser plutôt que c'est un manque d'imagination des grands patrons de ces instituts, Pasteur le premier d'ailleurs, qui ont laissé partir les chercheurs vers des sociétés, des start-up, alors qu'ils avaient quand même, eux, la possibilité de développer ça. Non, vous êtes moins critique que moi. C'est très compliqué, parce que ceux qui réussissent à côté de ceux qui sont en échec, ils ont eu probablement une bonne idée, des bons moyens, ils ont été bien soutenus, ils sont arrivés au bon moment, ils ont eu de la chance, il y a de la chance en recherche. Oui. Et puis, c'est assez facile de dire « Ah, mais les autres ont réussi, nous on est des crétins ». Il est vrai qu'aujourd'hui, le soutien à la recherche clinique ou translationnelle en France est, on va dire, suboptimal. Oui, parce qu'il y a un vaccin qui n'est pas encore arrivé, qui est celui de CureVac, mais là aussi, on va apprendre que c'est un Français qui est derrière l'invention, et qu'il l'a présenté à Pasteur il y a 15 ans, et on l'a dit, en des termes qu'il m'a dit, pas aussi gentil que ça, on lui a conseillé d'aller voir ailleurs, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en Allemagne à monter une start-up. Donc voilà, c'est simplement que vous avez sans doute une idée moins angélique que celle du professeur Bergman. Angélique, je ne sais pas, mais je rejoins les propos de Jean-François Bergman sur le fait que tout ça, il y a évidemment le facteur chance, qu'il y a l'opiniâtreté d'un certain nombre de chercheurs, actions. Il y a un point probablement qui a manqué ou qui manque ici sur le territoire français, c'est le sujet du lien plus fort entre les équipes publiques et les équipes privées. Parce que ces équipes-là, les équipes de BioNTech, les équipes de Moderna, ont eu toutes des difficultés pour poursuivre leurs recherches sur l'ARN messager, mais ont trouvé des soutiens en Allemagne et aux États-Unis pour Moderna assez tôt dans le processus, avant même qu'on parle d'un vaccin anti-Covid. Ouais. Alors Moderna, cas particulier, parce qu'on sait le rôle qu'a joué Donald Trump dans le gros chèque qui était donné à Stéphane Bancel, sur CureVac, c'est l'Allemagne, c'est le pays d'à côté. On aurait clairement pu le développer. Jean-François, ça vous choque pas un peu, ça, c'est que ces deux intelligences se retrouvent à l'étranger ? Oui, si, c'est aussi de la part des politiques une espèce d'aversion au risque, ils ne veulent pas prendre de risques. Et puis il y a aussi une espèce de démon, il ne faut pas que les structures d'État aient l'air de trop soutenir le privé. Enfin, tout ça est un petit peu réfrigérant. Donc, vous dites qu'au départ, l'innovation thérapeutique, elle est clairement freinée par certains États. Non. Alors d'abord, pour moi, l'innovation thérapeutique, on ne sait pas quelle elle est au début, puisque pour moi, il n'y a qu'une seule situation qui permette vraiment d'avoir un traitement innovant, c'est le bénéfice rendu aux patients. Ouais. Or, au début, on a des pistes, on a des idées, et puis il y a des idées qui sont concrétisées, et c'est une vraie innovation, puis il y a des idées qui finalement sont décevantes. Et la recherche clinique, elle est faite aussi de déception. Donc de dire ça va être une innovation thérapeutique, c'est un leurre. On ne le saura que le jour où les malades seront vraiment mieux traités qu'avec les autres traitements. Alors revenons à cela, Thomas Borel. On parle de success story, de succès avec les vaccins, mais j'imagine qu'il y a des cycles de recherche qui aboutissent parfois à des catastrophes, à des ruines. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, en sachant que les cycles de développement dans les entreprises du médicament sont longs et coûteux ? Les exemples, j'allais dire, sont légion, parce que vous savez aussi bien que moi que quand on regarde le portefeuille du nombre de molécules qui sont identifiées et du résultat pour un essai clinique, au final, on est sur des ratios qui sont probabilité de succès d'une molécule qui rentre en phase de recherche clinique, c'est 7%. Donc au final, pour avoir une autorisation de mise sur le marché. Après, je vais vous donner un exemple dans un champ qui nous est tous, qu'on considère tous comme très important, qui est l'Alzheimer, les médicaments anti-Alzheimer. On voit bien que depuis des années, on a eu des tas d'essais cliniques, on a eu des tas de molécules qui ont été testées, et effectivement, aujourd'hui, très peu de médicaments. Les seuls qui sont aujourd'hui disponibles sont des médicaments de traitement symptomatique. Et pour autant, on voit que cette recherche continue à être extrêmement fructueuse et dynamique dans les portefeuilles. Si on regarde les portefeuilles des essais cliniques, il y a plus de 100 essais aujourd'hui qui testent de nouvelles approches, parce qu'on est évidemment devant un sujet de santé publique qui reste majeur. Mais si 7% arrivent au but,
je ne sais pas si c'est beaucoup, pas beaucoup, ça veut dire qu'il y a aussi 93% où on a investi, puis finalement on n'a pas eu de retour sur investissement. C'est aussi la preuve que les étapes de développement sont nécessaires. Il y a assez peu, même très peu, là c'est très exceptionnel, de médicaments qui, mis sur le marché, finalement dans les années qui suivent, ne sont pas utilisés, ne sont pas commercialisés ou sont retirés pour des raisons de pharmacovigilance. Mais ce qui veut dire que toutes ces étapes, 10 ans, 15 ans ou 2 ans selon les situations, qui ont permis de faire de la préclinique, la clinique phase 1, phase 2, phase 3, ben, ça sert à quelque chose. Ça permet d'éviter que les 93 mauvais ou non utiles arrivent au but et que les 7 qui arrivent au but soient les bons. Vous parlez de durée, là. Moi, je suis allé tout simplement sur le site du LEM, très bien fait d'ailleurs, qui dit, je cite, « Il faut 15 ans et 1 milliard d'euros pour un nouveau médicament ». Fin de citation. Alors moi, j'ajoute un vaccin en moins d'1 an, ce que tous les spécialistes... Si on avait fait cette émission il y a 1 an, y compris Jean-François Bergman et moi, personne n'aurait dit qu'on pouvait faire un vaccin avant quelques années. Or, on l'a fait en moins d'1 an. Ça veut dire que c'est 15 milliards d'euros pour gagner ces 14 années. J'aime bien votre côté provoquant. Non, c'est simplement... Non, mais ouais. D'abord, juste, bon, on sait tous que le développement clinique, c'est du temps et c'est énormément d'argent. Et quand on dit 1 milliard, vous voyez, même le site du LEM qui écrit 1 milliard d'euros, moi, je peux vous dire que récemment, on voit sortir des études où on parle plutôt de 2 milliards d'euros d'investissement. Et je vous rejoins, Jean-François, je pense qu'il y a 1 an, personne n'aurait pu dire qu'au bout d'1 an, on avait un vaccin. Le secret, il est où, là ? Pardon ? Le secret de cette réussite exceptionnelle. Je pense qu'on a provoqué, Jean-François Bergman évoquait le mot chance tout à l'heure. Il y a quand même aussi ça. Je veux dire, c'est aussi une espèce de... La recherche clinique est quand même avec un certain nombre d'ADA qui font que ça ne marche pas tout. On a bien dû aider la chance. Sur les 10 ans, allez, on va prendre une moyenne de 10 ans de développement, il y en a 5 pour préparer les affaires, et puis il y en a 5 pour faire les études cliniques. Là, il se trouve que dans les vaccins ARN, sur les 5 ans de préparation, il y avait déjà beaucoup de travail qui avait été fait. Les principes étaient de base. Il suffit de trouver l'antigène Spike, et puis hop, ça partait. Donc, ça peut être compressé. Et pour les 5 ans de développement clinique, ça, c'est extraordinaire. Ebola, le vaccin anti-Ebola, extraordinaire vaccin. Il a mis 5 ans de faire son développement clinique parce qu'il fallait juste attendre qu'il y ait des épidémies au Congo et en Centrafrique pour pouvoir faire les études. Le Covid, il y en avait partout. Donc c'était très facile de faire un essai clinique quand il y avait des millions de malades. Je suis d'accord sur les études, mais je ne peux pas vous laisser dire que l'ARN c'était prêt, parce que le nombre de grands instituts, de grandes maisons comme Sanofi ne sont pas allés sur l'ARN messager, du moins pas tout de suite. Ça veut dire que ce n'était pas si évident que ça quand même. Ils ont eu tort, mais ils ont fait le Dupixent en parallèle, donc chacun sa zone. Elle a bon dos, la chance, à chaque fois. Ça vous arrange quelque part dire que c'est la chance, parce que nous sommes tous trompés il y a 1 an. Mais n'empêche qu'il y a des gens, quand même, on a dû donner leur chance à des gens qui avaient des idées déjà très avancées. Est-ce qu'il n'y a pas le modèle des startups qui aussi change la donne, puisqu'avant vous aviez les recherches et développements qui étaient dans les laboratoires, et maintenant votre principal, me semble-t-il, objet, c'est de chercher les startups qui, justement, sont très agiles dans l'innovation. Est-ce que c'est pas ça la clé de la réussite ? Alors, d'abord, juste pour revenir sur le phénomène du vaccin, je veux dire, aujourd'hui, ce qui s'est passé évidemment de façon exceptionnelle, c'est toutes ces collaborations, notamment avec des start-up. Mais les entreprises du médicament, c'est pas que des grands laboratoires dont vous connaissez les noms depuis bien longtemps. C'est aussi des petites entreprises et ces start-up qui sont effectivement engagées sur du développement de produits en lien ou en partenariat. Donc, ces collaborations inédites, actuellement, il y a plus de 200 collaborations sur juste la partie vaccin, c'est-à-dire recherche et production, surtout production. Et bon, c'est un point. Deuxième point, il y a eu un effet investissement important. Il est clair que le fait que tout le monde ait mis suffisamment d'argent sur la table pour prépayer et engager des recherches plus rapidement, financer de la production en parallèle. La production a été lancée alors que même on n'avait pas les résultats des études cliniques sur le vaccin. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui le vaccin est disponible aussi rapidement, bien entendu. Mais c'est vrai que moi je suis de ceux qui ont beaucoup critiqué Trump, et à juste titre, je pense. Mais là, il y a eu quand même une prise de décision que raconte très bien Stéphane Bancel, le président de Moderna, dans un après-midi, dans un bureau. Ah, si. Il a aussi décidé de prendre de l'hydroxychloroquine et de boire de l'eau de Javel. Non, mais je suis d'accord. Mais justement, c'est parce qu'il a fait ces choses aussi caricaturales qu'on peut dire que quand quelqu'un, au niveau d'un chef d'État comme aux États-Unis, décide de mettre de l'argent dans la recherche, ça aide bien l'innovation thérapeutique.
Et c'est bien pour ça qu'on peut se poser la question de savoir si on met toujours l'argent au bon endroit. En épidémie de Covid avec des millions de morts, bien sûr, mais si je puis me permettre de faire une forme de reproche à la stratégie des industriels... J'y allais, allez-y. Ah non, j'y allais, allez-y. C'est de dire qu'il y a des choses qui vous irritent quand même. Oui, je pense que les choix, les priorisations sont discutables et on se retrouve sur des terrains parce qu'ils sont faciles en termes de développement ou parce qu'il y a des malades dans les pays riches qui ont de l'argent pour acheter les médicaments, qui font que des domaines comme le psoriasis, où on se retrouve avec des dizaines de médicaments, ou même le myélomultiple, qui est une maladie grave, mais on se retrouve aussi avec des dizaines de médicaments, sont des thématiques juteuses, alors que d'autres thématiques, et une qui m'obsède, et que Thomas Borel connaît bien, c'est celle de la diarrhée aiguë du nourrisson, deuxième cause de mortalité infantile dans le monde. Je suis convaincu que la diarrhée aiguë du nourrisson, ou l'espèce de pompe qui, au lieu d'absorber de l'eau du tube digestif, fait que le tube digestif sécrète et ces pauvres enfants meurent de diarrhée profuse, je suis sûr que si on voulait mettre l'argent qu'on a mis dans telle ou telle thématique sur qu'est-ce qui fait que le nourrisson meurt de sa diarrhée, on aurait des traitements de la diarrhée du nourrisson. C'est aussi caricatural que ça, Thomas Borel? Non, j'allais vous dire, c'est une balance. Je vous donnais juste un contre-exemple à Jean-François Bergman. On a un vrai sujet qui connaît parfaitement l'infectiologie. Il y a un sujet majeur qui est l'antibiorésistance. Ouais. Il est clair, et on le dit, et d'ailleurs c'est une vérité, il y a effectivement une dynamique de recherche des industriels qui est moindre que dans d'autres domaines thérapeutiques dans le champ de l'antibiorésistance. Et pourtant, on est sur un fléau qui est aussi sérieux, et j'espère qu'on l'aura traité d'ici là, qu'aujourd'hui un fléau viral qui est Covid. Vous nous annoncez pour autant, quoi alors? Je vous annonce, c'est connu depuis 1 an maintenant, les entreprises se sont réunies, les entreprises du médicament ont décidé de monter un fonds de plus d'1 milliard d'euros pour arriver à avoir 2 ou 3 nouvelles molécules d'ici 2030. Donc c'est un fonds collectif des entreprises du médicament, c'est très inédit, c'est pour ça que je me permets de l'évoquer aussi, pour dire il faut qu'on finance de nouvelles approches thérapeutiques, donc au travers de biotech d'ailleurs, pour reprendre ce que vous évoquiez Nicolas précédemment, et donc c'est un fonds collectif pour dynamiser des recherches dans le domaine. Donc voilà, c'est une façon. Voilà, pour rester caricatural, on met 10 milliards d'euros, l'antibiotique. 1 milliard. Non mais on en met 10, on là vous mettez 1 milliard 10 ans, on met 10 milliards, on l'a l'année prochaine? Non, mais parce que pour des raisons aussi spécifiques à la pharmacologie... Même Jean-François Bergman dit non. Bien sûr, parce qu'on a aussi plein de questions qui se posent sur les questions d'antibiothérapie en particulier et des populations qu'on veut sélectionner. Mais mettez 5 milliards sur la diarrhée du nourrisson et je suis sûr que vous trouvez un traitement. Mais l'effet financement est quand même pas neutre, bien entendu. Oui, mais bien sûr. Et effectivement, après, qui va acheter ce médicament? Les États ne peuvent pas se lancer là-dedans? Il faut des initiatives type Bill Gates et Melinda Gates. Ce n'est pas la bonne réponse ou la bonne question. S'il y a des malades qui meurent, il faut qu'on travaille là-dessus. Ok, mais apparemment, c'est peut-être pas la bonne réponse, la bonne question, sauf que c'est pas ce qui se passe. Ben oui, mais c'est bien pour ça que les choix, c'est ce qui me choque, sont dictés par les intérêts, les bénéfices, les actionnaires, et non pas par la santé publique. Thomas Borel, oui, non, je ne laisserai pas dire ça comme ça, parce que ce modèle qu'on évoque sur l'antibiorésistance, par exemple, il évoque d'autres questions, qui est de traiter des patients dont l'objectif, c'est de ne pas leur donner de traitement. C'est donner un nombre limité de traitements, puisque ce sont des molécules hyper sélectionnées. Ce qui s'est passé sur la Covid montre aussi qu'une organisation différente, dans un contexte évidemment exceptionnel, a été avant tout pilotée par des enjeux de santé publique, y compris sur les modèles d'achat, de vente, etc. Alors moi j'ai une question par rapport à ça, puisque dans le monde occidental, on voit très bien que ça peut être dicté par des intérêts privés, et tels que vous les avez exprimés, Jean-François Bergman. Mais la recherche chinoise, la recherche russe, on n'entend quasiment pas parler de médicaments, mais sauf sur le vaccin, là, puisqu'on a vu qu'il y avait une compétition. Quel vaccin? En plus, le vaccin chinois, dont on sait qu'il ne marche pas. Donc ça, c'est une excellente question, parce que chaque fois que je la pose, ça met les gens mal à l'aise. Donnez-moi le nom d'un médicament russe et donnez-moi le nom d'un médicament chinois qui a changé le monde, comme tous ceux dont on parle. L'artémisine. La quoi? L'artémisine, le traitement le meilleur du paludisme, est issu de la médecine chinoise. C'est le seul exemple, je ne veux pas vous en trouver d'autres. Et puis, alors côté russe, c'est un peu plus difficile, parce que franchement, la recherche des pays de l'Est est médiocre. Alors, on a parlé des phages, qui seraient des moyens de lutte contre justement les infections. Mais donnez-moi une machine à laver en France qui est fabriquée en France. C'est pas grave, ça.
Si le produit est bon, j'en ai rien à cirer qu'il vienne de Chine ou des États-Unis. Donnez-moi un bon vin qui ne vienne pas de France. Ça n'existe pas. Donc c'est comme ça, chacun sa zone. Sur le médicament, qui est quand même, pour l'avenir de l'homme, quelque chose d'extrêmement important, on n'est pas dans la machine à laver et la bouteille de vin rouge quand même. Là. Vous ramenez le médicament à bien de consommation ordinaire, alors que c'est quand même quelque chose, on le voit là avec le médicament, quelque chose d'autre. Comment vous répondez-vous à ça, que la recherche n'est rien produit dans les pays, on va dire, communistes? Je ne suis pas sûr que la recherche fondamentale, notamment dans les pays de l'Est, ne soit pas si riche que ça, en termes de recherche fondamentale, j'entends. Après, les choix qui ont été faits dans ces pays-là sur un développement ou des investissements, parce que c'est une question d'investissement aussi, avec le secteur public, sur le caractère stratégique des industries de l'industrie de santé ou des industries du médicament, est probablement effectivement nettement moins important que ce qui n'a été fait dans d'autres pays, Europe ou États-Unis. Je me méfierais quand même de ce qui est en train de se passer en Chine. Si on regarde les thérapies cellulaires et géniques, vous allez avoir beaucoup de ces nouveaux traitements, de médicaments de thérapie innovantes qui vont émaner d'équipes chinoises. Il y a énormément de choses dans les portefeuilles aujourd'hui en développement. Donc c'est en train de changer parce que la Chine évolue. Alors après, il y a la question de est-ce qu'ils auront les mêmes normes? Oui, a priori, parce que les normes sont souvent internationales, mais est-ce qu'ils seront en capacité de les mettre en œuvre, d'être audités correctement? Vous m'excuserez, sur le vaccin, il y avait des normes, et le vaccin chinois au Chili, c'était une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce qui est sûr, c'est qu'ils auront à passer les mêmes normes que toute entreprise internationale pour être mises à disposition des patients français, européens, etc. Parce que celles-ci, elles sont réglées. Ils innovent ou ils copient, là? Alors, quand ils innovent, il y a plusieurs modèles. Sur thérapie génique cellulaire, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a une dimension d'innovation, mais qui est peut-être aussi liée à l'essor de la Chine dans le domaine de recherche-innovation. Après, le pays est plutôt un pays qui copie, en l'occurrence, ou qui reprend du principe actif pour faire... Parce que les Américains sont loin sur la thérapie cellulaire. Il y a des médicaments qui sont déjà prescrits et qui sont de la thérapie cellulaire. Donc, il faut se méfier de l'innovation copie. Alors, attendez, là, j'étais pas sur la partie copie, j'étais sur la partie vraiment innovation. Les Américains sont bien présents sur ces sujets-là, mais la Chine émerge avec des acteurs de biotech chinoises qui commencent à développer autour de ça. Après, il y a toute une autre question qui est moins une question d'innovation qu'une question du rapport à des médicaments qui sont déjà commercialisés, déjà disponibles, qui sont juste indispensables à la santé publique, dont un certain nombre de composants, dont la matière première provient effectivement assez fortement de zones asiatiques et chinoises en particulier. Et Jean-François Berman, vous constatez aussi cet essor de la Chine en termes de recherche? Alors, dans les congrès internationaux, par exemple, quand ça existait encore, maintenant ils sont virtuels, c'est vrai que ce n'étaient pas des acteurs très présents, mais là encore, ça dépend des... Ils sont sûrement très bons en fondamental, comme par exemple, on dirait que les Russes ont une histoire des mathématiques qui en font des leaders. Après, le translationnel et l'utilisation et les essais cliniques, ça commence à se faire avec des bonnes qualités. Mais là aussi, il y a une histoire, il y a une technologie qu'ils n'ont pas, qu'ils vont sûrement acquérir. Aujourd'hui, je pense qu'un des problèmes majeurs qu'on ait, c'est la crédibilité. On n'a pas aujourd'hui de confiance, ni dans les Russes, ni dans les Chinois, dans la solidité de la démonstration clinique. Jean-François Borel, les grands laboratoires vont aller vers les Chinois, c'est justement... pour leur donner cette crédibilité qu'ils n'ont pas, ou pour le moment, c'est pas encore un mouvement qui est parti? Si vous voulez, les grands laboratoires, comme dans de tas de domaines industriels, sont aussi soucieux de s'implanter, de mettre à disposition leur traitement dans... Mais non, mais là, c'est l'inverse. Oui, mais ce qui veut dire, ces implantations industrielles, elles se concrétisent aussi par des partenariats de recherche. D'accord. Donc il y a une partie de cette activité-là. Maintenant, on est loin d'être dans une délocalisation de l'innovation dans le domaine de la recherche pharmaceutique, qui est quand même beaucoup plus dans les pays Europe et US notamment. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, dans le médicament, c'est un des seuls secteurs que les Chinois ne sont pas capables de s'approprier très rapidement, finalement. Ils font déjà des bonnes matières premières, et ils font déjà de l'héparine, ils font déjà des produits un peu complexes, donc pourquoi pas. Mais on parle de l'innovation thérapeutique, on ne parle pas après justement de fabriquer du médicament, ce qui est quand même autre chose. Encore une fois, l'innovation thérapeutique, c'est ce qui sauve des vies et ce qui améliore les malades. Ça peut venir de n'importe où. Aujourd'hui, c'est vrai que ces pays-là, dans l'aboutissement,
sont en retard, mais le jour... C'était juste un constat que je voulais faire pour dire que l'innovation thérapeutique, elle est plutôt du côté ouest que du côté est. Bon, on va fermer le banc là-dessus. On va revenir sur l'argent. Donc, j'ai bien compris que ce qui vous énerve un peu, c'est que on dit je trouve, mais tu paies, et que faudrait qu'on contrôle un profit raisonnable. Parce que vous me disiez, comment on peut dire contrôler un produit, comment contrôler un profit raisonnable? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire raisonnable? Pour vous, Jean-François, d'abord. Alors, pour moi, ce qui est raisonnable, c'est le juste prix. C'est-à-dire qu'on paye ce qu'on apporte aux patients. Le prix n'est pas, c'est de la biotech, ou c'est difficile à fabriquer, ou c'est quand même, ça rentre un peu en ligne de compte. C'est assez petit dans le prix global du développement. Moi, je paye cher un médicament qui me donne beaucoup, et je ne veux pas payer cher un médicament qui me donne peu ou pas plus. Donc, votre médicament pour les diarrhées de l'enfant, il peut être payé cher si... S'il était payé cher, les industriels se mettraient à chercher. Le problème, c'est pas de la faute des industriels, ça. Si, quelque part. Enfin, c'est pas la chose... on va laisser répondre. Allez-y, on va laisser répondre. S'il y avait une politique mondiale des priorisations des voies de recherche, on pourrait inciter à travailler sur ces thématiques-là en garantissant, je sais pas, un fonds d'aide au financement de ces médicaments-là, parce que c'est sûr que c'est pas les pays du Sahel qui vont pouvoir se payer des médicaments. Mais c'est là que les enfants meurent. Jean-François Borel. Thomas Borel. Thomas Borel. Excusez-moi, je fais un amalgame de vos deux intelligences. Vous avez deux Jean-François, à droite et à ma gauche. Heureusement, j'ai Nicolas en face de moi. Non, mais c'est pas l'amalgame de deux intelligences brillantes. J'ai rêvé un moment. Allez-y. Alors, comment est-ce qu'on régule? D'abord, en France, on régule plutôt bien. Je vous dis ça parce que qui régule? Ce sont les pouvoirs publics dans des pays comme les nôtres. En l'occurrence, les Français, de façon très claire, des prix administrés. Si on regarde juste les dépenses de santé entre il y a 10 ans et maintenant sur le médicament, les dépenses de médicaments, pardon, elles sont restées flat, c'est-à-dire identiques. À peu près 23 milliards d'euros. Ce qui est quand même juste incroyable quand on voit la vague d'innovation qui a été absorbée depuis. Des traitements de l'hépatite C, des traitements des anticancéreux, etc. Donc ces régulations qui se font par les États en général et en France en particulier fonctionnent plutôt pas mal, quels que soient les prix importants de certains nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché. Après, pour reprendre ce que vous évoquiez, Jean-François, à l'instant, oui, vous avez raison, sur certains domaines thérapeutiques, on a évoqué l'antibiorésistance, il est nécessaire d'avoir des impulsions organisées, probablement pluri-État, pour que ça se mette en place et pour qu'il y ait des impulsions de recherche plus fortes. La diarrhée, je ne sais pas ce qui est sur aujourd'hui dans les portefeuilles, mais je vais citer juste une initiative européenne qui existe, qui s'appelle IMI, Innovative Medicine Initiative, qui consiste quand même à un partenariat public-privé de 5 milliards d'euros pour aller dans des champs de recherche, justement, de maladies potentiellement négligées ou pas assez explorées. Et ce partenariat, c'est du partenariat public-privé, c'est-à-dire 50% Commission européenne, 50% industrie. L'histoire du médicament, là, du vaccin, les Français ont découvert qu'il n'y avait pas d'Europe du médicament. Tout le monde s'est dit, ah bon, les pays font n'importe quoi, sauf là pour les vaccins. On a vu arriver, la négociatrice française, on s'est moqué d'elle en disant qu'il fallait mieux envoyer un maraîcher pour traiter des... Sauf qu'au total, on n'imagine pas ce que c'était que tous les pays européens allant à négocier chacun chez Pfizer ou chez Moderna les vaccins. Et au final, c'était un petit peu difficile à se mettre en place, mais au final, c'est un succès, cette politique européenne. Elle ne devrait pas être pour tous les sujets de médicaments comme ça ? Moi, je crois que pour ce qui est de l'industrie du médicament, construire une Europe de la santé plus organisée, plus forte, pour que les décisions qui sont prises ne soient pas uniquement dans un État et différentes dans l'autre. L'évaluation des médicaments se fait au niveau de l'autorisation sur l'Europe. L'évaluation de la valeur du médicament, de la valeur ajoutée du médicament, se fait au niveau national et parfois avec des différences d'appréciation qui sont incompréhensibles pour... Donc vous appelez ça de vos Oui, voeux. bien sûr. Ouais. Oui. Et par ailleurs, dans le cas présent du vaccin, je crois qu'on... Qu'est-ce qui freine, en fait, une fois qu'on a vu pour le vaccin, qu'est-ce qui freine que demain, on aille négocier le prix de toute l'innovation au niveau européen ? Alors après, Jean-François Borelmann a la tête qui hoche, donc vous allez répondre, puis on va voir... on laisse Thomas Borel répondre, et après vous faites votre commentaire. Autant il y a des systèmes qui doivent être harmonisés au niveau européen pour que les contrepoids soient importants avec les États-Unis, avec la Chine, et qu'il n'y ait pas de différence d'accès au traitement dans les pays en Europe. Autant les aspects de financement, etc., là pour le coup on reste sur quelque chose qui est assez national pour plein de raisons, qui sont des raisons géopolitiques, qui ne sont pas des raisons propres aux industriels. Et je peux quand même saluer le fait que ça a été organisé pour le vaccin, heureusement, ça satisfait tout le monde, parce que sinon c'était déjà compliqué, mais on a un système...
Jean-François Bergmann est bougon sur ce sujet-là. Non, mais le pire, c'est que je vais un peu dire la même chose. Aujourd'hui, l'évaluation à l'Agence européenne du médicament est reconnue de tous les pays d'Europe comme étant de qualité. Et quand on donne l'AMM, on le donne pour tous les pays d'Europe d'un coup, et c'est quand même bien plus facile pour les laboratoires et pour les pays d'évaluer. Aujourd'hui, les politiques sociales restent des prérogatives nationales. On peut avoir envie, comme on le fait en France, de rembourser les laxatifs alors qu'ils ne sont pas remboursés dans d'autres pays. On peut avoir envie de refuser des chimiothérapies en Angleterre et de les accepter en Allemagne. Et puis, donc ça reste la politique sociale, la couverture sociale reste une prérogative nationale. Ça pourrait changer. Moi, après tout, ça devrait changer. Ça pourrait changer, mais il y a du boulot parce que finalement, c'est un peu comme les limitations de vitesse ou les armées. On n'a pas encore à trouver une homogénéité de la défense européenne, des voitures européennes, etc. etc. Nicolas. En termes de santé publique, il y a les questions de priorité des médicaments à développer. Mais du coup, il y a aussi une manière de financer, c'est de solvabiliser les prestations, c'est-à-dire tel ou tel type de médicament. Donc, avoir cette cohérence au niveau européen, c'est un enjeu qui se joue non seulement au niveau de l'autorisation du médicament, mais aussi à d'autres leviers. Moi, je voudrais revenir peut-être à... Je pense, si vous permettez, Nicolas, là où je pense qu'on rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que pour certaines priorités de santé publique, comme là, celles qu'on vit aujourd'hui, des urgences sanitaires, des crises majeures, la préparation à de nouvelles crises, je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait une organisation européenne forte, parce que les États membres en tant que tels n'ont pas les moyens, ni financiers, ni d'ailleurs géopolitiques, pour se battre sur ces terrains-là. Donc si demain s'organise l'équivalent de la BARDA aux États-Unis... Rappelez-nous ce que c'est que la BARDA. La BARDA, pardon, c'est l'agence nord-américaine aux États-Unis qui sert au financement de la recherche et du développement d'un certain nombre de produits pour des urgences sanitaires et qui a bien fonctionné pour le Covid puisqu'elle a été en partenariat avec de nombreuses entreprises pour financer en amont On disait qu'on était en train de monter la même chose. Il y a un moment, j'ai entendu notre Premier ministre dire on va monter l'équivalent de la BARDA. C'est toujours pas... écoutez, je crois que c'est toujours dans l'agenda de l'Europe, porté par le président de la République particulièrement, mais aussi par la présidente de la Commission, donc tout à fait. Alors avant qu'on imagine que l'Alzheimer soit une priorité de santé publique au niveau européen, puisque tout le monde est concerné, revenons à nos problématiques de souveraineté nationale. On a découvert avec l'épidémie de Covid que le paracétamol était fabriqué à l'autre bout du monde et qu'on ne le fabriquait plus sur le territoire. Est-ce que demain, ça a beaucoup choqué. Est-ce que demain, ça sera toujours le cas? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une souveraineté nationale sur certains médicaments essentiels en production? Thomas Borel. Alors, d'abord, le paracétamol reste avec une fabrication qui est française, précisément, pour certaines entreprises. Donc, il ne fait pas partie de ces produits. Ce que vous dites est vrai en général. Pour globalement un certain nombre de produits dits matures. Et ce qu'il faut qu'il y ait une organisation, une indépendance sanitaire d'une région géographique, je dis bien région géographique parce que je ne suis pas sûr que ce soit au niveau français que ça joue, c'est plus au niveau européen pour le coup. Pour un certain nombre de médicaments essentiels, la réponse est clairement oui. Quand on parle de rupture, oui. Voilà, la réponse est clairement oui, pour éviter des tensions d'approvisionnement sur des produits essentiels du quotidien qui sauvent au quotidien les vies des Français. Donc se poser la question de savoir quels sont ces produits, petit 1, parce que la liste n'est pas clairement définie, et petit 2, qu'est-ce que je mets en place comme politique pour renforcer l'action industrielle sur ces territoires européens, ça me paraît effectivement... Jean-François Bergmann, qui a ses 1000 ça à la machine à laver, va vous dire qu'il avait l'air de se moquer que ce soit fabriqué n'importe où. Et votre téléphone, votre ordinateur n'est pas fabriqué en France. Mais si demain on est en rupture de téléphone, vous allez voir les jeunes qui vont sortir dans la rue. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance, et on a peut-être raison, on n'a pas confiance en ces pays producteurs, parce qu'on se dit... on ne sait pas bien comment ça se passe. C'est plutôt de la méconnaissance, du doute, du scepticisme. Mais bon, alors, très mauvaise comparaison qui ne va pas plaire du tout à Jean-François Bergmann. Le cacao et le café, il ne vient pas de France. Donc, c'est pas... Et pourtant, on en a du cacao et on en a du café tous les matins. Et donc, moi, ça ne me gêne pas que le paracétamol soit fabriqué à l'étranger si j'ai des moyens, et je pense qu'on peut en avoir, qui me permettent de m'assurer que les fabrications et les usines soient de qualité et que je serai fourni. Mais les pays peuvent utiliser ça comme dans le cadre de lutte géopolitique. Et là, on est sur des choses essentielles, contrairement au café et au cacao. C'est peut-être la différence. Non, mais si on fait de l'histoire, autrefois, une ferme était autarcique, elle avait ses poules et son blé et ses pommes de terre, et puis après, c'est le village qui était autarcique, puis après, c'était la ville.
la province, puis le pays, puis maintenant, ça n'a plus de sens. Ça. C'est bien évidemment que les Chinois ont besoin de nous pour certaines choses. Il ne faut pas qu'on nous annonce que le paracétamol va être en rupture de stock. Imaginez qu'un France... C'est pas parce qu'on le fabrique chez nous qu'il ne sera pas en rupture de stock, parce qu'il peut au moins, on pourra maîtriser ça. On peut aussi le maîtriser dans d'autres pays. Enfin, c'est un peu vieux jeu. Oui, c'est peut-être vieux jeu, mais enfin, Sanofi, par exemple, a fait un peu marche arrière en disant que ça serait maintenant fabriqué chez nous, non? Non, alors, en l'occurrence, paracétamol, je vous dis, il y a des unités de production qui sont dans l'ouest de la France pour certaines entreprises, dans le sud pour d'autres. Donc, c'est peut-être pas le bon exemple. Après, des curares ou d'autres maladies. Voilà, si on prend l'exemple des curares et ce qu'on a vécu pendant la crise, il est clair qu'avoir une dépendance dans le contexte exceptionnel qu'on vit, qu'on a vécu sur ce sujet-là, de pays tiers qui potentiellement n'ont pas envie de libérer ces produits-là parce qu'ils servent à leur propre population. Moi-même, en tant que citoyen ou en tant que médecin, je me dis, j'aimerais bien savoir que quelque part, pas très loin, dans un espace économique et politique cohérent, on a accès à ces produits essentiels, notamment Cura, pour prendre cet exemple. Microsoft se mettait à faire de la géopolitique et boycotte la France, on ferait quoi, nous, sans Microsoft ? On serait pas bien. Et alors, faut-il qu'on fasse un Microsoft à la française et qu'on revienne à une espèce de structure où on sache tout faire un peu, mais c'est fini, ça. Fini. Non, mais c'est-à-dire simplement, on a lâché beaucoup de ce type de production et de produits, peut-être de façon un petit peu inconséquente. C'est tout, c'est juste une remarque. Maintenant, ni vous ni moi n'avons la solution, mais... Quand même, c'est un sujet qui va revenir dans la campagne présidentielle. Faites-moi confiance. Moi, je préférerais que l'Institut... Oui. Et par ailleurs, l'analogie sur Microsoft, on s'inquiète quand même parfois que nos données de santé soient dans des clouds qui sont complètement en dehors d'espaces de régulation de la donnée de santé qu'on a organisés au niveau européen. Donc moi, c'est un peu dans la même logique, on peut se poser ces questions-là aussi. Monsieur, la France ait des thèmes d'excellence, et elle peut en avoir, et qu'elle travaille bien là-dessus, et c'est elle qui, à ce moment-là, pourra, dans certains domaines, dominer le monde. Donc il faut qu'on se partage le boulot, on ne peut pas tout faire. Alors, vous êtes passionnant. Le seul petit problème, c'est qu'on est à 4 minutes de la fin de l'émission et qu'on ne pourra pas aborder ce qu'on avait prévu, surtout vous donner des exemples d'innovation thérapeutique, ce qui est arrivé, qu'on attend. Mais c'est vrai que tous ceux qui nous écoutent savent bien que l'immuno-oncologie, les anticorps monoclonaux, la biologie moléculaire, les ARN messagers, tout ça sont des choses dont on parle et qu'on va pas détailler aujourd'hui. Simplement il n'y a pas donc on a vu qu'il n'y avait pas de médicaments qui nous venaient des pays des blocs de l'Est. Il n'y a jamais eu une tentation de faire une industrie pharmaceutique étatisée où ce serait un non-sens? Alors, même si on ne va pas aborder le point précédent, je vais juste dire un mot. On n'a jamais vu autant de dynamique dans les portefeuilles des entreprises du médicament en termes d'innovation potentielle, qui d'ailleurs se révèle par le nombre d'autorisations de mise sur le marché. Vous êtes en train de faire votre conclusion, là. Pardon. Mais je vous relancerai là-dessus tout à l'heure. Mais là, le thème était l'innovation. Vous savez, le problème, quand on anime une émission, c'est l'animateur qui décide. Alors moi, sur les entreprises d'État, écoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire une entreprise d'État. Moi, j'en ai vu fonctionner dans des pays d'Afrique dans lesquels j'ai pu travailler, ça fonctionnait pas très bien. D'accord. Après, y compris pour les génériques. On n'a pas vu Mais je sais pas, je suis pas sûr que ça apporte grand-chose de plus au modèle. C'est comme la discussion qu'on avait précédemment. La Finlande l'a fait il y a une trentaine d'années, ça a été une catastrophe. En revanche, favoriser, inciter, aider la recherche clinique en France, qui a beaucoup perdu dans sa place au niveau mondial, rendre aux cliniciens, avec les industriels et aux organismes de recherche, vraiment des moyens pour que la recherche clinique française soit meilleure qu'elle ne l'est actuellement. Elle est très en retard, on l'a encore vu avec la Covid. Ça, là, on y gagnerait. Les essais cliniques, vous vouliez insister sur le fait que les essais cliniques devenaient de plus en plus difficiles à monter et qu'il fallait aussi améliorer tout ça? Enfin, ils sont difficiles à monter, ils l'ont toujours été, mais là, on nous a mis des bâtons dans les roues. Ah oui, on l'a vu. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, sur les 5 dernières années, la place des malades français dans les essais cliniques a baissé de 20%, ce qui veut dire que, quelque part, le clinicien français n'a plus d'appétence pour faire de la recherche clinique, et ça, c'est un vrai problème. On arrive au temps des conclusions. Oui, vous voulez dire un mot ? Non, c'est pas pour rendre hommage à Jean-François Bergman, mais en plus, on a un tissu d'expertise de chercheurs, de médecins cliniciens, d'investigateurs dans des tas de domaines, qui est là, pour le coup, plutôt extrêmement compétitif sur le plan international. Et donc, là, je veux pas le rendre hommage à vous en particulier, mais en même temps, c'est bien le problème. L'image de nos experts et tout ça, c'est une autre émission entière qu'il faudrait faire. Plaisir, parce que vous voyez bien tout ce qui est sous-jacent de cela. On arrive au petit temps de conclusion. On va commencer par vous, Nicolas. Vous avez envie de dire quoi, nos deux invités ?
Moi, j'ai envie de dire que le secteur du médicament est un secteur en pleine innovation et c'est formidable de voir comme les choses se sont accélérées déjà depuis un certain temps, mais que là, la crise Covid a montré encore des prouesses exceptionnelles. Vous l'avez dit, Jean-François, pendant l'émission, et que c'est une porte qui va s'ouvrir pour vraisemblablement des changements de modèle nécessaires pour que la recherche soit financée, pour que l'innovation thérapeutique soit financée et pour qu'on puisse être au rendez-vous de notre excellence, parce qu'on est quand même dans un domaine d'excellence français, rappelons-le. Donc, faisons en sorte d'y rester. Vous êtes en train de voler la conclusion de Thomas. À vous, Jean-François. Moi, j'aimerais bien, mais c'est un vœu pieux, que les thématiques de recherche, les efforts soient répartis. Là, c'est au corps d'une forme de mondialisation pour que tout le monde ne bosse pas sur les mêmes choses et que des thèmes un peu oubliés. Alors, Thomas a donné des exemples, mais il faudrait que ça soit au niveau mondial, que les vraiment grands problèmes, la psychiatrie, c'est catastrophique, la pauvreté de la recherche en psychiatrie. On parlait de la diarrhée, mais il y a beaucoup de nos petits maux qui nous tueront pas, mais qui nous gâchent la vie, sur lesquels il n'y a pas assez de recherche. Thomas, dernier mot. On a vu combien effectivement ces industries sont stratégiques pour la santé de nous tous, des concitoyens. Donc moi, mon dernier mot sera sur les relations de confiance à renforcer entre les différents partenaires publics-privés. Elles sont très fortes avec le monde des cliniciens et les industriels. C'est clé de mettre ça en haut de l'agenda des prochaines décisions et orientations de politique publique en France. Merci, messieurs. Cette émission est terminée. Vous voyez que c'est un sujet qui pourrait faire plein d'émissions, qui fera plein d'émissions, parce que je crois que maintenant, on sait qu'on peut parler du médicament calmement. Merci de vous représenter l'EM, ce qui n'est pas toujours facile, mais vos propos ont été exactement ceux que l'on attendait, plein de modération et de promesses. On avait d'autres questions d'actualité, comme sur les brevets des vaccins. Bien évidemment, tout le monde aimerait que je vous pose des questions, mais ça mérite vraiment une émission que nous allons faire, je vous le promets, même si Jean-François Bergmann pense que ce n'est pas un sujet. On se retrouve très bientôt. En attendant, portez-vous bien.